bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur TV Vendée. Il est l'heure de votre petite dose d'infos de ce début de semaine aujourd'hui. C'est mardi, nous sommes le 2 mai. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé d'ailleurs un bon week-end, peut-être prolongé en plus pour les plus chanceux. Donc aujourd'hui, c'est mardi et on a devant nous 26 minutes pour faire le point dans la bonne humeur. Alors de quoi parlons-nous aujourd'hui ? Eh bien nous allons revenir sur cette rave party organisée à La Roche-sur-Yon ce week-end. Jusqu'à 5000 personnes se sont retrouvées dans les hangars désaffectés de l'ancien site S20 aux Ajoncs. On parle santé également avec un nouveau service pour renforcer l'accès en Vendée aux soins non programmés. On aura de la voile aussi évidemment, car si vous n'étiez pas là ces derniers jours, vous avez peut-être entendu parler quand même de la fin de la Golden Globe Race. Ça y est, les concurrents quasiment tous sont arrivés au Sables d'Olonne. Ça a commencé jeudi midi avec un Simon Curven hors course. Les autres ont ensuite rapidement suivi. On va revenir sur cette folle épopée, sachant qu'il y a le troisième concurrent officiel au podium qui lui est encore en pleine mer. D'une course au grand large à l'autre, nous allons aussi parler du Vendée Globe, mais de la toute première édition avec le retour hier en Vendée d'Écureuil Aquitaine 2, l'ancien bateau de Titouan-Lamazou, le voilier qui a remporté la course en 1990. Il était à l'abandon au Venezuela. Le voilà de retour en France et en Vendée grâce à l'initiative d'un particulier. Alexandre Lenaour va nous rejoindre maintenant dans un quart d'heure pour son journal des sports du week-end avec beaucoup d'actu sur nos terrains vendéens ces 3 derniers jours. Mais avant tout ceci, parlons météo. Et nous allons d'autant plus en parler qu'il va faire beau aujourd'hui. Vous pouvez oublier les gros pulls et les anoraks, ça c'est terminé. En tout cas pour ce début de semaine, avec un mardi printanier, mais vraiment printanier qui commence. Ce matin, le ciel était un petit peu voilé dans les terres, juste brumeux sur le littoral. Et côté température, nous étions entre 7 et 10 degrés. Cet après-midi, quelques nuages en altitude dans le bocage, donc pas un ciel vraiment dégagé, mais toujours cette impression de beau temps. Partout ailleurs, c'est un grand soleil, du vent d'est-nord-est entre 20 et 30 km/h. Vous voyez ça, la petite brise, le grand soleil, c'est parfait pour le linge à faire sécher dehors. Et des températures qui tournent autour de 20 degrés, donc autant dire que c'est vraiment très sympathique. On enchaîne sur les horaires de marée. Vous allez vous dire d'un jour sur l'autre que je fais une fixette sur le linge qui sèche dehors. Mais c'est comme ça, c'est quand même assez pratique quand on a cette météo. Pour les marées, eh bien la mer est en train de baisser, le point le plus bas. C'est en milieu de matinée. Ensuite, on retrouvera une marée haute à l'heure du goûter à 15h52 très exactement. Quant au coefficient, il remonte doucement. On en est à 57,63 pour aujourd'hui, donc on est toujours en période de mortes eaux. Si vous envisagez de traverser le Gois, essayez de vous approcher au maximum de l'heure de la basse mer. La carte des marchés à présent avec nos rendez-vous du mardi qui s'affichent à l'écran. Nous pouvons citer La Roche-sur-Yon, Chantonnay, Vendrennes, ça c'est plutôt pour la moitié est. Et si vous êtes dans l'ouest, eh bien vous pouvez aller du côté de Challans, de Brême-sur-Mer ou encore de Talmont, Saint-Hilaire. En ce 2 mai, souhaitons une bonne fête au Boris, ainsi qu'au Athanase, au Antonin ou encore au Zoé. Un petit dicton, alors oui, on a le traditionnel en mai, fais ce qu'il te plaît, mais vous avez aussi à la Saint-Boris, mai, fait ou défait. Vous avez jusqu'à demain pour réfléchir à la signification. Le soleil est avec nous depuis 6h48 maintenant et il se couchera ce soir en Vendée à 21h16. On passe au journal. Un journal que nous commençons donc à La Roche-sur-Yon avec un site des Ajoncs qui retrouve son calme après un week-end du 1er mai mouvementé. Une rave party a été organisée dans les anciens entrepôts de l'usine S20. Jusqu'à 5000 personnes s'y sont retrouvées au plus fort de la fête. Un rassemblement national non déclaré qui a nécessité la mobilisation en urgence de la police, des gendarmes, des pompiers, du SAMU, des services de la préfecture ou encore de la protection civile. Les 2 pistes de l'aéroport des Ajoncs ont été fermées jusqu'à 19h hier soir. Il y a eu 8 évacuations sanitaires vers l'hôpital. Des matériels ont été saisis à la fin de la fête et des poursuites devraient maintenant être engagées par le parquet. Un mot aussi des mobilisations du 1er mai. 4 rassemblements étaient organisés hier en Vendée. 13e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Côté chiffres, 1100 personnes se sont retrouvées au Sables d'Olonne, 1300 à Challans, même chose à Fontenay-le-Comte. À La Roche-sur-Yon, syndicats et forces de l'ordre ont un peu plus de mal à s'accorder. Les syndicats donc parlent de 8000 participants, tandis que les forces de police évoquent plutôt 3500 personnes.
Partons maintenant aux Sables d'Olonne. Les sables dont ces derniers jours ont été entièrement dédiés à la voile et à la course au grand large. Tout a commencé jeudi avec l'arrivée des premiers concurrents de la GGR, la Golden Globe Race. Simon Curven tout d'abord, mais hors course. Puis Kirsten Neuschaeffer, grande gagnante de ce Tour du Monde à la voile en solitaire. Le récit avec Agathe Poulet. Ce samedi matin à 6h46 et après 236 jours en mer, le skipper indien Abhilash Tomy remporte la 2e place. L'ancien commandant de la marine indienne est accueilli en héros par les sablés et ses proches, dont sa petite nièce de 2 mois. Une belle revanche, 4 ans après avoir été gravement blessé lors de sa dernière participation en 2018. Vous n'avez pas idée à quel point je suis heureux d'être ici avec mon bateau. C'est la première fois et la seule fois que quelqu'un venant d'Asie finit sur le podium d'une course comme celle-ci. Donc c'est un grand moment pour moi. Mais la grande gagnante de la Golden Globe Race, c'est Kirsten Neuschaeffer. Arrivée jeudi dernier à 21h43, après 235 jours au large sans escale, la skipper sud-africaine rentre dans l'histoire en étant la première femme à remporter un tour du monde à la voile en solitaire. Comment vous sentez-vous ? Bien. J'étais dépassée. Je pensais vraiment arriver après Simon et Abhilash. Alors oui, ça fait beaucoup de choses à encaisser. Au-delà d'une course atypique en solitaire sans escale ni technologie, ce tour du monde à l'ancienne met en lumière l'humain et révèle des personnalités pleines de courage et de persévérance. Et puis aussi la première sud-africaine, et c'est intéressant parce que on est une course très internationale, dans un précaré assez français ou britannique. Et là, notre première concurrente, elle est d'Afrique du Sud et le second est du sous-continent indien. C'est une course que beaucoup pourraient faire au départ, parce que c'est pas une course qui est très très chère. C'est pas une course qui est très difficile au niveau de la voile. Les bateaux sont anciens, ils sont pas compliqués, ils sont pas très puissants. En revanche, il faut pouvoir rester seul pendant 235 jours. Même s'il était hors course, le skipper britannique Simon Curwen est le premier à avoir franchi le chenal des Sables d'Olonne le jeudi vers 13h. Bon, il semble que j'ai réussi. En plus, j'étais en croisière parce que j'étais plus en course. Sur les 16 concurrents au départ, seulement Michael Guggenberger reste en course pour la 3e place. Le retour du skipper autrichien est prévu aux Sables d'Olonne à la mi-mai. Michael Guggenberger qui est actuellement au milieu de l'Atlantique à hauteur de l'Espagne. Des images aussi d'un autre voilier, déjà mythique celui-ci, l'écureuil Aquitaine 2. Alors son nom n'évoquera peut-être rien aux moins de 30 ans, mais c'est le tout premier bateau à avoir remporté un Vendée Globe. On était alors en 1990 et avec à sa barre un certain Titouan Lamazou. Titouan qui est devenu artiste depuis. Et le bateau, lui, dépérissait au Venezuela. Il a été retrouvé par un notaire sablais, Alexandre Treillard, qui a mené une véritable enquête pour mettre la main dessus. Le voici donc de retour au Sables d'Olonne, ce bateau. Et il va désormais être à domicile au Sables d'Olonne, justement. J'ai l'impression que c'était comme si c'était hier, comme il y a 30 ans. Ça n'a pas changé. Chaque fois que j'arrive ici, il y a foule. Peut-être que la prochaine fois, ce sera comme ça aussi, je sais pas. Un peu d'émotion de le revoir, parce que je ne l'avais pas vu, mais j'ai l'impression que je ne l'ai pas quitté. Alors de toute façon, ça fait partie de moi. Voilà. Et puis je suis très content qu'une personne, Alexandre, se soit mis ça comme défi, de le retrouver, de le restaurer et de le faire naviguer. Et je pense que c'est satisfaisant, c'est mieux que ce qu'il avait coulé à l'autre bout du monde. Ou qu'on l'avait laissé pourrir sur un quai, c'est quand même plus sympa. On est venu spécialement de Tours pour pouvoir le voir, c'est quand même un événement assez exceptionnel de voir aujourd'hui qu'il est passé d'un pays qui n'en tenait pas compte, le Venezuela, jusqu'à aujourd'hui en France avec tout ce monde pour venir le voir, c'est vraiment exceptionnel. Je suis venu accueillir Titan par curiosité pour voir son bateau, voir la différence qu'il y a entre les premiers Vendée Globe et les derniers Vendée Globe, voir la technologie surtout. Et vous l'avez peut-être remarqué, le voilier s'appelle désormais T11, le T étant un hommage à Eric
Tabarly. Dans le reste de l'actualité, notre santé, avec cette convention signée jeudi dernier pour essayer de fluidifier encore un peu plus l'accès aux soins. Le service est en place depuis quelques mois. Il vise à aider au tri des appels pour alléger les urgences. Un service d'orientation qui est joignable tous les jours, de jour comme de nuit, via le 15 ou le 116 117. C'était vraiment très important dans un département qui est marqué par une problématique démographique importante, qui est marqué par un vieillissement de la population, par des afflux de population importants à l'été. On a observé un doublement du nombre de passages aux urgences en l'espace d'un peu plus de 13 ans. On est passé de 90 à 180 000 passages par an. Donc ça a des retentissements importants sur l'organisation des urgences, puisqu'on a assisté à un engorgement. Et l'idée du SAS, c'est de pouvoir assurer un meilleur tri au niveau des urgences. Et donc, on a pris le parti, avec l'ensemble des acteurs, avec les acteurs hospitaliers, avec les acteurs de ville, de renforcer la régulation. Pour avoir une meilleure orientation des patients sur la médecine hospitalière et sur la médecine de ville. Nous parlions de la Golden Globe Race en début de journal, mais ce week-end prolongé a aussi été marqué par un événement important sur l'île Dieu. Le nouveau cargo Insula Oya 3 a été mis en service. Un lancement officiel qui a commencé par une bénédiction du bateau en présence des îlets, des vacanciers et d'élus. Alix Lanos. Ils étaient nombreux, les îlets, à être venus assister à la bénédiction et l'inauguration de l'Insula Oya 3, le nouveau bateau cargo de la compagnie Lieu Continent. Après plusieurs mois de retard, le nouveau navire était en effet très attendu. L'Insula Oya, de toute façon, le bateau qui emmène les marchandises, c'est notre cordon ombilical, c'est très très important. Sans lui, on ne peut pas avoir les marchandises, parce que moi je travaille dans un supermarché. Ça va être plus pratique pour évidemment le transport de marchandises, de temps en temps évidemment des passagers. Et puis c'est bien pour à la fois la région et pour l'île Dieu, pour l'attractivité du territoire. Ça va changer, peut-être que c'est plus confortable et puis qu'on passe dans des bonnes conditions quand même. Puis il y a un petit coin bar quand même, on pourra boire un coup, alors que dans l'autre on ne pouvait pas. C'est vraiment beaucoup plus grand, beaucoup plus performant, la passerelle est beaucoup plus grande, c'est sûr là ça va être une vie incroyable pour ce bateau. Plus rapide, plus moderne que son prédécesseur mis en service en 1982, le bateau de 55 mètres de long et 13 de large permettra de relier Fromentine à l'île Dieu en 1 heure, soit une dizaine de minutes de moins qu'à l'heure actuelle. À bord, jusqu'à 150 tonnes de fret, 15 véhicules et près de 400 passagers qui voyageront beaucoup plus confortablement qu'avant. Il y a déjà une capacité plus importante avec la possibilité aussi d'aller sur l'extérieur. Je pense que ça, c'est une attente forte. Et puis un environnement aussi, j'ai envie de dire, très, très, très cosy, avec aussi un espace détente et puis un espace bébé pour les familles. Je pense que c'est quelque chose aussi d'important. Et puis bien évidemment, ce bateau est totalement équipé pour l'accessibilité justement des personnes en situation de mobilité réduite. Pour diminuer son impact environnemental, un système d'alimentation électrique permet au bateau de fonctionner à quai sans aucune utilisation de moteur, donc sans émission de CO2 pendant les phases de chargement et de déchargement. Les premiers passagers pourront prendre leur billet dès ce 2 mai, et ce pour au moins les 30 prochaines années. On ouvre notre page sport à présent avec un mot de football pour commencer. Quart de finale de la Coupe des Pays de la Loire ce week-end avec le Poiré-sur-Vie qui recevait Beaucouzé, une équipe du Maine-et-Loire. Victoire 2-1 pour les Vendéens. Les Genoux sont donc qualifiés pour les demi-finales de cette Coupe des Pays de la Loire et ce, tout comme les Sables FC OC. En rugby aussi, 32e de finale retour pour la Fédérale 3. Le FCY recevait Auray. Pour mémoire, les Lyonnais avaient été battus 23-20 au match aller. Il fallait qu'ils gagnent à domicile, c'est chose faite, 23-18 dimanche après-midi, ce qui propulse le FCY en 16e de finale. Ce que je retiens, c'est la force de caractère de l'équipe. C'est incroyable aujourd'hui d'avoir un groupe comme ça parce qu'au départ, au mois d'août, on nous aurait dit qu'on allait passer ce tour-là et qu'on serait en 16e pour jouer le match de la montée. Personne n'y aurait cru. Et aujourd'hui, c'est que des mecs sur un groupe de 32 là, sur le groupe fédéral. J'ai 22 mecs qui sont soit issus de la formation, soit passés par le pôle jeune. Donc ils ont tout à apprendre aujourd'hui et c'est top. C'est une superbe expérience. Donc la saison était belle, elle devient magnifique. Ce serait bien qu'elle soit extraordinaire par la suite. Et l'adversaire du FCY en 16e sera le club de Romans-sur-Isère. Match aller là-bas le 14 mai, retour à La Roche le 21 mai. Si le FCY se qualifie en 8e, ils accéderont à l'échelon supérieur, c'est-à-dire la Fédérale 2. Et puis en
Ok, victoire aussi des Vendéens puisque le Haut-Glis s'est imposé 9-3 face à Briançon. Une large victoire donc après une rencontre que les Vendéens ont dominée dès les premières minutes. Ils sont qualifiés pour le carré final de Division 3. L'accession en D2 est donc envisageable et nous allons y revenir dans un instant avec le journal des sports d'Alexandre Le Naour. Mais avant cela, jetons un œil aux prévisions, aux températures détaillées de ce mardi matin. Nous l'avons dit tout à l'heure, un petit peu de nuages à l'est, plutôt un temps brumeux à l'ouest, mais rapidement un grand soleil, ce qui nous donne 10 degrés pour ce matin dans l'est de la Vendée, 12 sur toute la frange sud, 12 également dans nos îles, ainsi que sur une bonne partie du littoral vendéen, une petite pointe à 13 degrés du côté des Sables d'Olonne. Et c'est la fin de ce flash. Nous allons donc maintenant nous tourner vers l'actualité des terrains sportifs, les résultats, les impressions, tout ça, c'est maintenant avec le journal des sports d'Alexandre. Et il est là, en chair et en os. Bienvenue Alexandre. Merci Caroline, bonjour. Ça va ? Très bien et vous ? Oui, ça va très bien. Si on a le temps, vous nous parlerez un petit peu de votre virée hier sur les pontons des Sables d'Olonne. Hein. Alors, on va y aller vite. On va commencer. Alors, on parle que voile, déjà, pour commencer. Mais là, c'est la Golden Globe Race, puisque c'était le début de la fin ce week-end. Exactement, c'est très bien dit. Et puis, je vous propose une rapide séance de rattrapage. Si vous n'avez pas suivi l'actualité de ces derniers jours concernant la GGR, eh bien, la grande vainqueur s'appelle Kirsten Neuschaeffer, la Sud-Africaine, a franchi la ligne d'arrivée. C'était jeudi dernier à 21h43. Minutes 47 secondes, 13 exactement à 40 ans et après un peu plus de 235 jours en mer, Kirsten Neuschaeffer entre dans l'histoire en devenant la première femme à remporter un tour du monde et bien à la voile en solitaire. Vous le voyez sur ces images tournées par la rédaction, accueillies par bien de nombreux spectateurs dans la nuit de jeudi à vendredi. Un petit peu plus tôt ce jeudi matin, c'est le Britannique Simon Kerwin qui bouclait la course. C'est le premier arrivé certes, mais depuis son arrêt au Chili pour réparation, Kerwin naviguait dans la catégorie Chichester. Et puis vous allez le voir, samedi peu après 10h, l'arrivée d'Abhilash Tomi tout en triomphe également. Le skipper indien qui avait connu un grave accident lors de la précédente édition en 2018 parvient cette fois à boucler la course. La GGR se poursuit, en tout cas encore pour deux skippers. Michael Guggenberger, l'Autrichien, attendu mi-mai pour compléter ce podium. Et puis enfin le Sud-Africain Jérémy Bakshaw qui concourt lui en classe Chichester. On va parler rugby à présent avec la Fédérale 3, donc 32e de finale retour, on le disait dans le journal, La Roche-sur-Yon-Auray. À La Roche donc. À La Roche-sur-Yon, Henri Desgranges, il y avait 3 points à combler pour le FC Lyonnais dans ce match retour puisqu'ils avaient été battus 23-20 dans le Morbihan et ça commence fort pour les Lyonnais. Deuxième minute, une touche bien réceptionnée. Emilien Grino se saisit du ballon et vient aplatir 5-0 et retard déjà rattrapé pour le FCY, mais les Algériens se ressaisissent vite. 5 minutes plus tard, eh bien Owen Murcia y va de son essai et s'est transformé. 2 pénalités ensuite de chaque côté. Les Lyonnais sont menés 10-8 à la pause. Les Vendéens vont repasser devant sur cette pénalité de genou puis sur ce drop à la 55e minute qui sera complétée par une pénalité. Et à l'heure de jeu, le FCY mène 17-10. Mais les Bretons ont de la ressource et vont inscrire leur deuxième essai par Esteban Le Runigo. Et vous allez voir un fait de jeu assez rare. La transformation va être contrée par les Vendéens. 2 pénalités ensuite transformées de chaque côté. Les Lyonnais mènent 20-18. Mais sur le score cumulé des deux matchs, c'est pour l'instant Auray qui est qualifié. Vous allez le voir, on va jouer la dernière minute de jeu. L'arbitre siffle une pénalité pour le FCY. Thomas Genot s'en charge et ça passe. Ce coup de pied offre la victoire aux Vendéens. Succès 23-18 qui propulse le FC Lyonnais au rendez-vous des 16e de finale. Ce sera cette fois face à Romans-sur-Isère. Encore une marche donc à gravir avant d'espérer monter en Fédéral 2. Je vous propose d'entendre l'entraîneur des Lyonnais, Jérémy Luçon, qui était avec Thibaut Grasset. Je pense qu'on gagne le match, mais si Auray gagne le match, il n'y a rien à dire aussi. Hein, c'est une belle équipe. Je pense que par contre, on ne met pas tous les ingrédients qu'il faut, c'est-à-dire on les remet toujours un peu dans le match. Par nos erreurs, par nos petites sur les renvois, sur les choses comme ça. Ce que je retiens, c'est la force de caractère de l'équipe. Au départ, au mois d'août, on nous aurait dit qu'on allait passer ce tour-là et qu'on serait en 16e pour jouer le match de la montée. Personne n'y aurait cru. Sur le groupe fédéral, j'ai 22 mecs qui sont soit issus de la formation, soit passés par le pôle jeune. Donc ils ont tout à apprendre aujourd'hui et c'est top. Donc la saison était belle. Elle devient magnifique, ce serait bien qu'elle soit extraordinaire par la suite. Ah, on va parler football maintenant, on va pas parler de Nantes. Hein. Non, allez, non, on parle pas de Nantes. Coupe des pays... oh, non, on est méchant. Coupe des Pays de la Loire, quart de finale, parlons du Poiré-sur-Vie plutôt, hein, qui recevait donc Beaucouzé. Et oui, un quart de finale qui avait un peu des allures de championnat puisque 2 équipes de National 3 s'affrontaient stade de Lidonnière samedi soir. Les Genots en noir et Beaucouzé
en vert. Il ne fallait pas arriver en retard. Première minute de jeu, débordement côté gauche pour le Poiré, remise en retrait au point de pénalty. Une frappe manquée mais qui trouve finalement Cédric Tangacci au second poteau. 1-0 pour les Vendéens. Ce sont bien les locaux qui se montrent les plus dangereux dans ces premières minutes et les Genoux vont vite faire le break dans cette partie. 19e, le centre du numéro 7 se transforme en tir qui vient presque lober le gardien Bokouzé. Christopher Ensinghi est à l'affût pour la conclusion. Le Poiré mène 2-0 et puis quelques minutes plus tard, 25e côté gauche, mauvaise remise dans la défense vendéenne. Un centre en retrait pour le plat du pied en première intention de Benoît. Réduction du score des visiteurs 2-1, c'est le score à la pause. Et les 45 dernières minutes ne changeront pas ce résultat. Quelques occasions de part et d'autre, mais sans réussite, les Genoux toucheront même la barre dans le temps additionnel. Au final, résultat, victoire 2-1 pour le Vendée Poiré Foot qui sera au rendez-vous des demi-finales de cette Coupe des Pays de la Loire. Le Poiré rejoint les Sables FCOC, autre équipe vendéenne qualifiée dans le dernier carré. Je vous propose d'entendre le coach des Genoux, Rabi Zeroual, avec Ambroise Robet. On a vraiment baissé l'intensité et puis on s'est retrouvé dans un truc un peu entre deux où je pense qu'il fallait enfoncer le clou, il fallait vraiment mettre ce troisième. Je pense que si on avait gardé l'intensité qu'on avait mis sur les 20 premières minutes, je pense qu'on aurait pu passer une soirée un peu plus tranquille. Après, les gars n'ont pas coupé depuis le mois de janvier. On est en demi-finale de Coupe des Pays de la Loire, on va pas bouder notre plaisir. On est quand même qualifié. C'est très positif, ça peut mettre un petit peu d'intérêt à notre fin de saison. Parlons du Ogli à présent en hockey, donc sur glace fédérale, division. Alors, faut pas que je fasse de bêtises. Division 3, quart de finale retour, La Roche-sur-Yon, donc Briançon. Mais vous pouvez le confondre avec le rugby puisqu'il joue aussi la montée. Et c'est ça. Les Aigles lyonnais, ils visaient samedi soir en tout cas une qualification pour le carré final. Ils s'étaient imposés 4-2 au match aller face à Briançon et vous allez le voir, les Lyonnais vont très rapidement prendre le dessus dans cette rencontre. Ouverture du score à la 3e minute par Andrew Donald, d'une réalisation qui va en amener 4 autres dans ce premier tiers-temps, dominé en long en large par le Ogli. 5-0 après 20 minutes. Les Diables Rouges de Briançon vont ouvrir leur compteur dans le deuxième tiers-temps, mais les Aigles lyonnais poursuivent leur marche en avant et terminent cette deuxième période avec 3 nouveaux buts, 8-1 avant un dernier tiers-temps moins animé de réalisation côté briançonnais. Jonathan Manon viendra parachever le succès des Vendéens, victoire 9-3. Le Ogli sera donc bien au rendez-vous du carré final. Rendez-vous à Lyon dès ce week-end, 6, 7 et 8 mai. Les Lyonnais y retrouveront Damary, Dijon et Lyon pour une place en D2. Et je vous propose d'écouter l'entraîneur des Aigles lyonnais, Juraj Osselka, interrogé par Thibaut Grasset. Notre objectif, c'est la D2, donc ça passe par la victoire en play-off. Donc oui, tous les matchs sont importants. Il y a les joueurs cadres, il y a les jeunes joueurs, tout le monde était appliqué. On a donné le temps de glace à tout le monde. On avait le public qui était derrière nous. Je pense que Platinoir il était plein. C'était un moment de profiter. Maintenant, on va à Lyon, et on va là-bas et on va faire tout pour qu'on atteigne notre objectif. Et la dernière discipline du week-end sur laquelle vous voulez revenir, c'est le volley, Alexandre, avec de la Nationale 3 masculine. C'était la 21e journée. On était du côté de Boufféré qui recevait Talence. Exactement, 21e journée. Et avant, dernière journée du championnat. Et c'était la dernière danse, si on peut dire, à domicile pour le MVBVB. Boufféré en maillot jaune qui est en lutte pour le maintien 10e et premier non relégable avant le match. Le premier set est en tout cas disputé, mais tourne à l'avantage des Girondins. Talence prend les commandes et empoche la première manche 25-21. Les Vendéens vont ensuite reprendre le jeu à leur compte dans le deuxième set. Boufféré va chercher les points et s'adjuge la manche 25-17, un set partout, mais Talence revient fort et va venir punir les locaux. Trop de fautes côté Boufféréen. Les visiteurs prennent le troisième set 25-18 avant une quatrième manche plutôt à sens unique et similaire à la troisième, 25-11 pour Talence. Boufféré s'incline donc 3-7-1 en un peu moins d'une heure et demie, n'est plus vraiment maître de son destin. Désormais 11e et premier non relégable. Le maintien se jouera à Tours dimanche face à un concurrent direct. Hervé Inquel, le coach des Vendéens, était au micro d'Ambroise Robet. Décevant, très décevant dans le sens où je pense qu'il y avait largement la place. Il y avait la place d'aller chercher au moins un point, peut-être même plus. Talence, une très belle équipe, ils ont très bien joué. Quand on a bien joué, ils ont su attendre, ils ont su être patients. Après nous, dans les 3e, 4e, on fait vraiment trop de fautes. On lâche complètement dans le service receive. On sert très très mal et on ne réceptionne pas très bien. Donc là, on prend tout de suite l'eau, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour le maintien maintenant. Mais on ne sait jamais. Si on bat Tours le week-end prochain, tout est peut-être possible. Merci Alexandre. Au menu 85 chrono ce soir. Il vient 18h45, tous les autres résultats et classements. Et 19h05, nos invités, le Vendée Poiré Foot. Ça, c'est rondement mené. Merci à vous. On va passer au jeu de la matinale.
Et donc, pour conclure cette matinale qui nous a emmené beaucoup en mer, beaucoup sur des bateaux, une dernière question cette semaine qui s'intéresse justement à l'insula Oya 3. Vous allez me dire cette semaine qui est la marraine de ce nouveau cargo qui va faire la liaison entre le continent et l'île-Dieu. Il va falloir chercher un petit peu, mais le gain en vaut la peine. L'un d'entre vous va repartir vendredi après-midi avec 2 places pour un aller-retour justement à bord d'un bateau continent-île-Dieu grâce à la compagnie vendéenne. Voilà, donc 2 billets aller-retour pour un gagnant. Pour aller sur l'île Dieu. Pas de people, pas de paillettes et pas sur le continent. Ça, c'est l'indice du jour pour trouver la marraine de l'insula Oya 3. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été encore au rendez-vous en ce mardi. On va se retrouver demain dès 7h pour faire un nouveau point sur l'actu 100% Vendée dans ce moment. Ce sera en direct, ce sera a priori dans de la bonne humeur. D'ici là, très bon mardi à vous tous et à demain.